Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va s'inscrire dans le cadre du projet de capteur de pouls dont je vous ai déjà parlé. Donc comme il s'agit d'un gros projet en fait avec avec différents composants, j'ai dû diviser le montage en différentes parties et donc là aujourd'hui je vais vous présenter la première partie qui correspond en fait au capteur, euh, le composant qui va servir de capteur. Et on y va tout de suite pour la présentation structurelle et fonctionnelle du composant. Donc, alors, au niveau du plan, donc voici le plan qu'on va suivre. D'abord, la présentation structurelle. Ensuite, je vais vous parler des applications euh, qu'on peut réaliser avec le capteur CNY70. Et enfin, je vais finir par le principe de fonctionnement du capteur. Donc, au niveau de la présentation structurelle, donc comme je vous ai dit que le capteur CNY70, c'est le capteur qui va être utilisé pour détecter l'afflux de sang dans le doigt, enfin dans notre application en tout cas. Donc si on regarde la datasheet, on voit que ce capteur est en fait composé de deux sous-composants. Alors, d'un côté, on a une diode, d'accord, et de l'autre côté, on a un phototransistor, d'accord. Donc, il est important pour la suite de repérer la position de ces deux composants dans le capteur. Donc, pour repérer cette position, en fait, il faut regarder ce schéma et là, on voit marking area. Et donc, il s'agit de la face où on va avoir le code du composant. Et du coup, c'est du côté de cette face qu'on aura le phototransistor. Donc, les deux composants sont séparés par une ligne médiane qui passe par ces deux encoches. Donc, ces deux encoches, ce sont celles-là en fait. Et donc, on a nos deux composants. Donc, alors, donc, une fois ceci dit, euh, à gauche, du coup, ça va être ici, on va avoir l'émetteur qui est en fait une laine infrarouge, d'accord. Et donc, comme il s'agit donc d'une diode qui va émettre des infrarouges, comme toutes les diodes, elle possède deux broches, d'accord. On aura l'anode, donc qui est ici, et donc sur le composant réel, ça correspond à cette broche, et on aura aussi une cathode. La cathode est ici, et sur notre composant réel, ça correspond à cette broche, d'accord. Donc de l'autre côté, on a le phototransistor, qui, comme tous les transistors, comprend un collecteur et un émetteur, l'émetteur étant repéré par la flèche, et donc ici, c'est l'émetteur qui correspond en fait à cette broche sur le composant réel et ici le collecteur, donc qui correspond à cette broche sur notre composant réel. Euh, donc là, il s'agit d'un phototransistor, donc on n'aura pas de broche sur la base qui est située ici. Donc du coup, euh, la communication entre euh, la partie en amont du transistor et la partie en aval, et le transistor plutôt, ne se fait pas par une lésion physique, mais se fait autrement, et on va voir ça dans la suite de la présentation. Donc maintenant, je vais vous parler des applications qu'on peut réaliser avec le CNY70. Donc déjà fondamentalement, le CNY70 est utilisé pour la détection d'objets. Donc, on voici deux exemples. Donc, l'exemple le plus flagrant, enfin celui qu'on retrouve le plus souvent quand on regarde sur Internet, le CNY70 est utilisé dans de nombreux concours de robots suiveurs de ligne. Donc ici, on voit un robot qui doit suivre la ligne noire pour avancer. Donc dans notre cas, on va l'utiliser plutôt comme un capteur de pouls. Et voici le montage que j'ai réalisé. C'est à ce que vous allez aboutir euh, enfin, peut-être en mieux, hein. Moi, je suis un débutant, du coup, ça ressemble à ça, mon montage. Et ici, on a notre capteur, le CNY70, et voici le reste du montage. Donc voilà. Du coup, maintenant, je peux vous parler du principe de fonctionnement du capteur. Donc avant de passer au composant lui-même, je vais vous faire d'abord un rappel sur le transistor bipolaire, ou BJT
en anglais pour Bipolar Junction Transistor. Et donc, parce que ça va nous servir en fait pour l'explication du fonctionnement du capteur. Donc, un transistor bipolaire classique, comme je l'ai déjà dit, il contient trois bornes. Donc, on a le collecteur, l'émetteur et la base. D'accord? Donc, euh, ce transistor bipolaire classique, c'est un semi-conducteur qui contient en fait trois couches qui sont dopées. Euh, la couche C est dopée en électrons, d'accord? Donc ça va avoir un excès d'électrons. La couche E aussi, mais la couche E, enfin c'est la couche de l'émetteur, donc contient des électrons, mais beaucoup plus d'électrons que le collecteur parce qu'il est davantage dopé N. Et on a une couche B qui est dopée P, c'est-à-dire qu'il y a un excès de trous qui correspond en fait à la base. C'est pour ça que un transistor bipolaire peut être considéré comme deux diodes qui sont mis côte à côte. Alors pour comprendre comment fonctionne le transistor bipolaire, j'aime bien ce schéma. Pourquoi? Donc, parce que je vous montre tout de suite. Euh, déjà, euh, le fonctionnement du transistor bipolaire repose premièrement sur cette première branche, d'accord? Cette première branche du schéma, qui correspond en fait à ceci, d'accord? Donc, comme j'ai dit, le transistor bipolaire peut être considéré comme deux diodes mises côte à côte, d'accord? Alors, donc, ici, on a donc l'anode ici, et donc là, bon, ça peut être considéré comme la cathode. Donc de cette diode qu'on voit ici. Donc comme toutes les diodes, il faut une certaine tension seuil pour que le courant passe. D'accord? Donc, euh, donc il faut une tension VBE pour que ce transistor puisse conduire le courant IB. Or, le courant IB, c'est seulement s'il passe à travers la diode que le transistor peut devenir conducteur et laisser passer le courant IC jusqu'à l'émetteur. D'accord? Donc, il faut d'abord appliquer une tension suffisante à la jonction BE ici, d'accord? Pour laisser passer le courant IB et ensuite pour que le courant IC puisse aller jusqu'à l'émetteur. Ici, on a mis ce composant-là parce que le courant IC peut être considéré comme euh, un courant IB qui est amplifié d'un certain coefficient bêta qui est en fait de l'ordre de 50 à 200. C'est pour ça que souvent on considère que le courant IE correspond en fait environ au courant IC parce que le courant IB peut être considéré comme négligeable. Donc voilà, je passe donc maintenant à l'explication du fonctionnement du capteur. Alors, donc déjà, il faut déjà se placer se replacer dans l'espace pour pouvoir comprendre le schéma. Donc ça encore, c'est un schéma qui a été tiré de la datasheet. Donc ici, on se situe dans la partie supérieure du capteur et là, on est à la partie inférieure où on a les quatre broches du capteur. Donc, et là, donc au niveau de cette face-là, on peut considérer qu'on est devant une des faces qui a une encoche. D'accord? Et donc, pour avoir ce schéma en 2D, on a comprimé le transistor d'avant en arrière ben oui, pour avoir ça. Et donc, ici, on voit qu'on a la diode qui émet des infrarouges et on a le phototransistor. Lorsqu'on branche le capteur, c'est-à-dire qu'on applique une différence de potentiel entre les bornes de la diode, donc si cette différence de potentiel est suffisante, la diode va devenir conductrice, et là, comme il s'agit d'une LED, elle va émettre un rayonnement électromagnétique. Dans notre cas, ce rayonnement électromagnétique correspond à des infrarouges. Donc ces infrarouges vont partir vers le haut du capteur, donc ils vont s'échapper du capteur pour se diriger vers ce qu'il y a devant. S'il y a un objet, on va avoir le rayonnement infrarouge qui va être réfléchi. S'il n'y en a pas, il ne va pas être réfléchi. Et ensuite,
quand il est réfléchi, la proportion d'infrarouge qui va être réfléchie va dépendre en fait de la réflexivité de l'objet. Donc, quand le rayonnement est réfléchi, il va retourner vers le capteur et va arriver ensuite vers la base du phototransistor. Donc d'abord, je tiens à préciser que le capteur en fait a une certaine sensibilité et donc pour avoir euh, une information optimale, il faut que l'objet se situe à 3 mm du capteur. Et aussi, je tiens à préciser aussi que donc ici on voit une espèce de c'est une partie qui est en avant du transistor, c'est une espèce de c'est comme si on était dans le hall de bâtiment. Euh, Ce qui explique va être important pour notre capteur infrarouge. Si si vous obstruez, pardon, si vous remplissez ce compartiment, en fait, il ne va pas y avoir d'infrarouges qui vont être réfléchis, d'accord, qui vont sortir du composant même, d'accord. Donc, les infrarouges ne pourront même pas sortir et ne pourront pas ensuite être réfléchis. C'est pour ça que quand vous faites euh, quand vous utilisez le capteur de pouls, il ne faut pas faire entrer tout votre droit dans le capteur et donc rester à une certaine distance pour pouvoir au moins permettre l'émission des infrarouges. Donc voilà, ceci dit, je vais reprendre avec ce que je disais sur le phototransistor. Donc, alors, la base du phototransistor va recevoir le rayonnement infrarouge. Donc, ce rayonnement infrarouge va contenir plus ou moins d'énergie et euh, si cette quantité d'énergie est suffisante, euh, elle va laisser passer le courant IB. Donc tout à l'heure, je disais que oui, c'est ça, le courant IB. Donc tout à l'heure, je disais que euh, le, le phototransistor n'est pas relié physiquement au reste du circuit, mais en fait, il est relié au reste du circuit grâce donc à cette information, cette énergie que va contenir le rayonnement infrarouge. D'accord? Et donc, si l'énergie est suffisante, euh, le courant IB va circuler et comme je l'ai dit tout à l'heure, il va laisser passer le courant IC à travers le transistor, bon, dans la mesure bien sûr qu'il il y a une différence de potentiel aux bornes de VCE, d'accord, aux bornes du transistor, donc que le capteur est branché, donc, et donc le courant IC va pouvoir parcourir le transistor pour aller jusqu'à l'émetteur et parcourir le reste du circuit. Ok, donc dans le cas où on utilise ce capteur comme un détecteur de pouls, alors on va mettre nos doigts en avant du capteur. Euh, Dans notre doigt, il y a des capillaires qui vont se remplir de sang en fonction du rythme cardiaque. Donc, quand les capillaires seront remplis de sang, comme les couleurs sombres absorbent plus ou moins les infrarouges, euh, l'information qui va être retournée ne sera pas importante et donc le transistor, si on considère qu'il fonctionne en mode binaire, il ne va pas laisser passer le courant IC dans le transistor et donc c'est comme si on va avoir un zéro, donc il n'y aura pas d'information à la sortie du capteur. Par contre, lorsque les capillaires au bout du doigt vont se vider, donc ce qui correspond en fait à la diastole, euh, le, les infrarouges vont être plus réfléchis et donc l'information qui que contient les infrarouges, l'énergie que contiennent les infrarouges qui sont réfléchis sera assez importante pour permettre au courant IB de passer et ainsi au courant IC de parcourir la totalité du transistor jusqu'à l'émetteur. Donc c'est comme ça qu'on va utiliser notre capteur pour laisser passer, pour détecter l'information de capillaire rempli en sang ou capillaire vidé en sang. Donc voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo qui a présenté le fonctionnement structurel
enfin le fonctionnement et la structure du capteur, pardon. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Euh, je tiens quand même à dire que j'en ai pas fini avec le capteur, mais je ne voulais pas faire une vidéo trop longue pour les autres vidéos, enfin pour la suite, pardon. Je vais continuer à parler du capteur et je vais présenter en fait comment le polariser, c'est-à-dire comment le brancher à une plaque de test, hein, une breadboard. Je vais vous mettre aussi comment mettre tout ça en application. D'accord? Donc, si vous voulez voir ces vidéos, je vous donne rendez-vous ben, dans les jours qui suivent. Et ben, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.